Bonjour à tous, c'est Mei Guang. Ça Et Lisa Dufaux. On en parle à Taïwan de cette semaine. Alors aujourd'hui, nous sommes presque à la fin du congé du Nouvel An. Le travail est repris et nous allons pas parler effectivement des sujets en lien avec le Nouvel An. Mais avec le travail. Avec le travail. C'est la mode, le travail. C'est la reprise du travail qui est difficile. Alors vous allez parler de quoi ? De travail, plus précisément d'une politique assez récente du gouvernement taïwanais pour essayer de retenir les travailleurs migrants d'Asie du Sud-Est à Taïwan. Et c'est une politique qui est entrée en vigueur il y a à peu près 1 an, donc on peut commencer à voir aussi ses limites. Les résultats et ses limites, voilà. D'accord. Et je parlerai du travail des chiens. Voilà. Bon qui n'a pas arrêté pendant le Nouvel An. Elisa ? Je vous parlerai d'une exposition photographique en ligne, des photos d'un officier français au 19e siècle. D'accord, nous avons beaucoup parlé déjà dans les sites à Taïwan, en fait sur les sites à Taïwan, et c'est un événement qui attire beaucoup d'attention, effectivement, et ça nous donne plaisir de suivre en ligne, en fait, avec toi aussi. Alors, nous allons commencer par quoi ? On commence peut-être par le travail et puis après on va de plus en plus dans des sujets faciles, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, je suis d'accord. Alors, donc, comme vous le savez, Taïwan a une population vieillissante et il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre qui est estimée à peu près 130 000 personnes, et notamment dans le domaine de l'aide à domicile pour les personnes âgées. Et donc en 2022, le gouvernement taïwanais a introduit une nouvelle politique pour encourager les travailleurs migrants à rester plus longtemps à Taïwan parce qu'ils avaient un nombre d'années limité. Et donc à ce jour, environ 20 000 travailleurs migrants ont pu bénéficier de cette nouvelle politique. Donc ça veut dire qu'ils ont pu rester plus longtemps que prévu à Taïwan. Sur 753 000 travailleurs migrants qui vivent actuellement ici et qui viennent d'Asie du Sud-Est, Indonésie, Vietnam, Philippines et Thaïlande pour la plupart. Alors, comment ça marche ? Alors, pour avoir le droit de rester plus longtemps que prévu à Taïwan, il faut se faire certifier, entre guillemets, travailleurs migrants avec des compétences intermédiaires. Et on peut faire la demande pour être certifié au plus tôt 6 ans après avoir commencé à travailler à Taïwan. Et donc, si les travailleurs migrants obtiennent cette certification, cela leur ouvre le droit de rester indéfiniment à Taïwan, alors que selon la loi actuelle, ils ne peuvent rester que 12 ans à Taïwan ou 14 ans pour les personnes qui travaillent dans le domaine de l'aide à domicile. Bon, je ne rentre pas dans les détails, il y a peut-être des petites différences selon les secteurs. Du coup, le certificat s'obtient avec le contrat de travail, en fait. C'est-à-dire, il suffit de justifier avoir travaillé autant de temps dans non, pas du tout. C'est très compliqué. D'accord. Et justement, c'est l'une des limites. Mais du coup, je vais d'abord terminer bien sûr. sur quels sont les bénéfices. D'accord. Voilà, donc parce qu'en plus d'avoir le droit de rester indéfiniment à Taïwan, ça leur donne aussi le droit d'avoir un salaire minimum supérieur à celui qui était en vigueur pendant leurs premières années à Taïwan. Je vous donne un exemple, par exemple, donc pour le secteur de la pêche, construction, industrie, agriculture et abattoir. Donc pour les travailleurs certifiés avoir des compétences intermédiaires dans ces domaines, le salaire minimum, il passe de 30 000 à 33 000 $ taïwanais, donc de 890 à 980 €. Alors, maintenant qu'on a un recul d'un peu plus d'1 an sur cette politique, on commence à voir qu'il y a certaines limites, et notamment soulignées par les associations de défense des droits des travailleurs migrants. En fait, cette politique vise à retenir les travailleurs migrants à Taïwan, mais elle ne leur permet pas vraiment de cotiser facilement pour la retraite, premièrement, ni d'obtenir un permis de résidence permanent de manière quasi automatique après quelques années, comme ça peut être le cas pour les étrangers qualifiés qui ont un emploi à Taïwan déjà depuis plusieurs années, qui sont souvent occidentaux, ou pour les étrangers mariés à des Taïwanais qui ont très facilement un permis de résidence permanent. Alors, pour obtenir ce fameux certificat et prouver qu'on est un travailleur migrant avec des compétences intermédiaires, je vais répondre à ta question. Donc, il faut être déjà recommandé par son employeur. Ensuite, ça dépend des personnes. S'il y a des personnes qui ont déjà certains diplômes, ça peut passer plus facilement. Mais s'il y a des personnes qui n'ont pas de diplôme, il faut suivre environ 80 heures de cours en ligne.
il faut suivre 60 heures environ de cours de mandarin et passer un examen en mandarin. Et tout cela en continuant à travailler, bien sûr. Et en ce qui concerne la retraite... Sachant que beaucoup de ces travailleurs ne prennent même pas de jours de congé. Ils ne prennent jamais de jours de congé. En fait, c'est assez compliqué parce qu'ils sont soumis à une loi spéciale, la loi du travail spéciale, et qui est différente en plus selon les secteurs d'activité. Mais par exemple, pour les travailleurs à domicile, c'est directement un contrat, je crois, entre l'employeur et l'employé, qui détermine en fait les jours de congé. Donc, c'est pas vraiment la loi qui dit vous avez droit à un minimum. Donc parfois, il n'y a pas beaucoup de jours de congé. Alors, en ce qui concerne la retraite, en fait, les travailleurs migrants peuvent demander une pension quand ils atteignent l'âge de 55 ans et ils ont travaillé pendant 15 ans minimum, ou s'ils atteignent l'âge de 60 ans et ils ont travaillé au moins 10 ans à Taïwan, ou bien à tout moment après avoir travaillé 25 ans en continu. Mais, il y a un mais, pour recevoir cette pension, il y a une précondition qui, en fait, rend la chose très difficile parce qu'il ne faut pas avoir changé d'employeur durant le nombre d'années que je viens de citer. C'est dingue. Pendant 15 ans du coup, ou 20 ans je ne comprends pas trop, en fait. Du coup, ces personnes qui ne cotisent pas à la retraite peuvent toucher de pension quand même. Alors, ou alors, le nombre d'années commence par l'année où on obtient le certificat. Je ne comprends pas trop, en fait. Alors, d'après ce que j'ai lu donc, sur l'agence de presse taïwanaise, je ne sais pas en effet s'ils cotisent ou pas, mais ils peuvent prétendre à avoir une pension de retraite après un certain nombre d'années donc, de travail à Taïwan qui diffèrent selon leur âge. Mais il y a la précondition, c'est qu'il faut... il faut pas avoir changé d'employeur, donc c'est assez mais surtout compliqué. Les travailleurs d'Asie du Sud-Est, ils travaillent surtout dans des emplois précaires, donc c'est difficile pour ce genre d'emploi d'être stable sur 15 ans, 20 ans. Non, pour le travail domicile, si, en général, il reste longtemps, en fait. Mais par exemple, s'ils gardent une personne âgée, la personne âgée, en principe, ça dure pas 15 ans. Peut-être, effectivement, malheureusement, dit comme ça. Je veux dire, les travailleurs, les aides à domicile, ils changent souvent d'employeur parce que la personne décède et tout ça. Mais ils peuvent demander le certificat à partir de 6 ans, en fait. C'était pas ça. Alors, le certificat, c'est différent. Ça, c'est pour la retraite que tu peux prétendre après avoir travaillé. Donc, en fait, ça concerne pas encore vraiment les personnes tout de suite, hein, parce que il faut attendre quand même un certain nombre d'années. Donc, ouais. Okay. En tout cas, c'est un des points qui est noté par les associations. C'est assez compliqué. Et aussi, en ce qui concerne l'obtention d'un permis de résidence permanente, les travailleurs migrants certifiés, donc avoir des compétences intermédiaires, ils peuvent en faire la demande 5 ans à avoir obtenu ce nouveau statut. Mais là aussi, il y a la précondition. Il y a une précondition qui est difficilement réalisable. C'est qu'il faut que leur salaire soit au minimum le double du salaire minimum. Waouh. Donc, en fait, pour des travailleurs à Taipei, peut-être que certains l'ont, mais pour des travailleurs dans la campagne à Yunlin, par exemple, c'est vraiment pas possible de faire une demande de permis de résidence permanent à Taïwan. Donc, on ne sait pas si ces préconditions vont être modifiées dans le futur ou pas. Ça va probablement dépendre des décisions du nouveau gouvernement qui va rentrer en fonction au mois de mai prochain, ou alors des députés qui sont fraîchement élus et qui viennent de prendre leur fonction. Je ne sais pas s'ils vont amender la loi ou pas. Il y a quand même quelque chose d'assez concret et intéressant qui a été mis en place récemment, donc en décembre. C'est le ministère du Travail qui a inauguré un centre de service pour les travailleurs migrants à Hsinchu, pour les aider justement dans les démarches administratives s'ils souhaitent rester à Taïwan plus longtemps, et aussi assister les employeurs dans cette démarche. Bon, on constate quand même à travers cet exemple un peu le 2 poids 2 mesures, ou le 3 poids 3 mesures peut-être, entre les Taïwanais, les travailleurs migrants d'Asie du Sud-Est qui sont souvent peu qualifiés, et les travailleurs étrangers qualifiés, souvent occidentaux, qui n'ont par exemple pas le même salaire minimum. Et il faut quand même dire que malgré tout, Taïwan est très accueillant quand même, hein, par rapport aux étrangers, même si ils ne sont pas forcément hyper bien traités. Taïwan essaye quand même d'attirer le plus d'étrangers possible.
Et, accueillant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de procédures qui sont beaucoup plus difficiles aussi à Taïwan. Par exemple, le permis de résidence permanent, c'est 5 ans, pour nous, alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus rapide. Mais alors, après, ça dépend des pays. Ça dépend en France, des pays. c'est beaucoup plus long. Oui, moi je pense qu'en France, c'est plus difficile. Dans certains pays. Voilà. C'est ce que je viens de dire. 5 ans, c'est relativement court, je pense, une résidence permanente. Mais dans d'autres pays, ça peut être 2-3 ans. Et aussi, il y a dans beaucoup d'autres pays, il y a de la possibilité d'obtenir la citoyenneté, alors qu'à Taïwan, c'est très difficile, presque impossible. Et c'était ma conclusion, en fait, j'allais y venir, parce que dans la conférence de Franck Muillard récemment, dont j'avais parlé à l'antenne, voilà, il disait qu'il y a non seulement une pénurie de main-d'œuvre à Taïwan, mais bien sûr aussi un déclin de la population, et que, en fait, le nouveau gouvernement va être confronté à une question: est-ce qu'ils vont acter ce déclin de la population comme au Japon et aller vers plutôt la robotisation, ou est-ce qu'ils vont en fait s'appuyer sur le fait qu'il y a des travailleurs migrants et lancer peut-être une politique de naturalisation mais qui passera par le fait de faire venir les familles. En fait, c'est vrai, on se dit maintenant, donc il y a cette politique pour attirer plus, pour que les travailleurs migrants restent plus à Taïwan, sans limite dans le temps, mais si on leur permet pas de faire venir leur famille... ils vont finir par repartir. Voilà, c'est Ou logique, alors ils quoi. restent 10 ans, 15 ans à Taïwan et ils voient pas leurs enfants grandir. C'est le cas d'énormément de personnes. Donc voilà, il y a encore toutes ces questions qui se posent et qui seront intéressantes à suivre ces prochaines années. Oui. C'est lourd. Non, mais c'est vrai, on se demande pourquoi le gouvernement taïwanais fait pas venir ses familles, justement. Taïwan manque d'enfants. Ce serait Il y a des Indonésiens, des Philippins qui travaillent ici. Leurs enfants sont au pays parce qu'ils peuvent pas les faire venir. Je pense qu'il y a une politique d'immigration qui n'est pas encore pas encore au point. Ouais. Mais je crois qu'à Hong Kong, les travailleurs migrants travaillent beaucoup plus facilement. Ça, c'est aussi une mesure de faciliter toutes les procédures nécessaires d'introduire des personnes et qui permet aux travailleurs de changer d'emploi régulièrement s'ils le souhaitent. Je pense que ça, c'est aussi une manière de gérer, c'est-à-dire de considérer ces travailleurs migrants comme des travailleurs étrangers de manière générale, sans limite de salaire pour obtenir quoi que ce soit. En fait. Je pense que ça faciliterait leur séjour à Taïwan et repartir quand ils le souhaitent, en fait, en général. Sauf qu'on souhaite vraiment immigrer dans un pays, on ne reste pas non plus hyper longtemps, en fait, en tant que travailleur migrant, en fait. C'est ça que je veux dire. En tout cas, pour Taïwan, on l'a vu récemment avec cette annonce sur les travailleurs migrants indiens, éventuellement, qui viendraient, qui a un petit peu fait réagir certaines parties de l'opinion publique. C'est pas aussi facile que ça, en fait. Voilà, parce que c'est peut-être pas encore dans la mentalité. Et puis, même par exemple, en France, dans les années 60, il y avait plein de travailleurs migrants qui étaient aussi censés venir sans leur famille, mais c'est après pas mal de mouvements sociaux de leur part aussi que finalement la politique a changé. Donc voilà, c'est à suivre à Taïwan, mais il y a aussi le changement des mentalités, quoi. Donc oui, ça prend on verra. Alors, pour rester sur le thème de travail, mais beaucoup plus léger, quoi. Beaucoup plus léger, avec une durée de travail beaucoup plus courte. Alors, nous allons parler des chiens à l'aéroport, puisque pendant le Nouvel An lunaire, si les Taïwanais ont eu 7 jours de congé, ce n'est pas le cas des chiens renifleurs qui ont continué leur travail dans les aéroports internationaux, notamment à l'aéroport de Taoyuan. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de croiser ces chiens dans les aéroports. Jamais. Oui. Alors moi, ça va, je savais de quoi il s'agissait, mais c'est rigolo parce que c'est là où on récupère les valises. Et puis, il y avait plein de voyageurs qui étaient « Oh, des jolis chiens !» et tout, puis qui allaient les caresser et tout. Enfin, c'était rigolo. En fait, les chiens, ils étaient là pour sentir leurs valises. Oui. Moi, j'en ai jamais vu, hein. Et ils ont jamais vu mes fromages, les fromages dans ma valise. Mais je crois que c'est pas un produit interdit de toute façon. Ils cherchent plutôt la viande. Ils sont pas formés pour sentir le fromage. Ils doivent se dire ça sent bizarre quand même, les fromages. En fait, à la douane taïwanaise, il y a 2 types de chiens renifleurs. On sépare bien le chien renifleur pour les aliments, dont surtout la viande et les fruits et légumes interdits. Et il y a des chiens renifleurs de drogue.
Voilà. Et ces 2 chiens existent et sont formés selon 2 systèmes différents, parce que pour le chien renifleur des aliments, on a appris le système américain. Mais pour le chien renifleur de drogue, c'est compliqué de parler comme ça en fait, le chien de drogue, c'est le système australien. Voilà. Et devinez, il y a combien de chiens qui travaillent à l'aéroport de Taoyuan? Moi, je dirais 5. Moi, je dirais une 50aine. Waouh! Non, 10 fois de différence. Allez, non, une vingtaine. Non, t'étais pas loin en fait. Ils sont 56. Wow, Ah oui, quand même, le c'est chien. dingue. Ah oui, c'est beaucoup. Oui. Mais en fait, ils travaillent Et pas en continu, quoi. Ils sont non, relais. non, oui. Et c'est 56 qui s'occupent de l'aliment, en fait, notamment de la viande de porc, en fait. Et pour les chiens renifleurs, il y a 2... tout le monde ne peut pas être chien renifleur. Ah bah oui, c'est très qualifié. Hein, il y a des caractéristiques, des caractères dans leur nature. Alors, pour les chiens des chiens renifleurs d'aliments, spécialisés dans l'aliment, il faut aimer manger. Voilà. Ce qui n'est pas les difficile chiens pour les manger, chiens, non je crois. Oui, et pour les chiens de drogue, c'est... Il faut aimer sniffer. Aimer un bon petit rail de coq. Non, il faut aimer jouer, en fait. D'accord. Du coup, ces chiens sont entraînés et formés de manière différente. Ok. Parce que pour les chiens aliments, lorsqu'ils retrouvent quelque chose à l'aéroport, ils sont récompensés par des cookies, des biscuits pour les aliments. Et pour les chiens renifleurs de drogue, s'ils trouvent des drogues, Ils sont simplement peut-être caressés, félicités, ah c'est bien, non, bravo vraiment, Médor. c'est pas Non. suffisant. Il faut que leur maître joue avec eux, en fait. Voilà, et c'est comme ça, les quelques moments de jouer, tirer une balle ou de chercher une balle, c'est quelque chose de considéré comme récompense. D'accord. Et ça, c'est très technique aussi parce qu'il ne s'agit pas de lancer une balle pour que le chien le retrouve et le ramène. Il s'agit de lancer une balle comme si c'était quelque chose qui est pas lancé par le maître. C'est lancé de manière inattendue par le chien qu'il retrouve. Et une fois qu'il retrouve, il faut qu'il fasse une sorte de tir à la corde avec le chien. Et le tout, c'est de laisser gagner le chien pour qu'il se sente un sentiment de satisfaction. Et il faut arrêter de jouer au moment où ils sont tellement excités. D'accord. Pour qu'ils ont envie de rejouer. En fait. C'est trop Voilà, bien. c'est toute une... En fait, ils sont drogués au jeu, en fait, c'est ça? En gros, oui, parce qu'ils sont soit récompensés par le jeu, soit récompensés par les aliments. D'accord. Wow. Et Taïwan avait commencé à mettre en place le système de chiens renifleurs, d'abord pour la drogue en l'an 2000, et ça n'a pas vraiment marché parce qu'on n'avait pas une formation très complète. Et en 2007, Taïwan a signé une coopération avec l'Australie qui a coûté plus de 200 millions de dollars taïwanais pour mettre en place tout un système de formation et de chiens et aussi de partage d'informations. Et par la suite, Taïwan a établi à Taichung un centre de formation de chiens renifleurs de drogue sur 13 hectares. Wow. Et l'objectif pour 2025, c'est de former 44 équipes de chiens renifleurs. Donc par équipe, il y a un maître et un chien. Voilà. Wow. Et ce système passe également par la participation des familles taïwanaises, puisque avant que le chien puisse recevoir officiellement une formation, il faut qu'il atteigne l'âge de 1 an et 1 an et demi. Donc avant cet âge, il faut que ces chiens soient accueillis dans des familles. Voilà. Et à condition que ces chiens ne soient pas à l'intérieur avec le maître, il faut qu'ils soient à l'extérieur. Il faut jouer avec eux sans trop les rendre dépendants de la famille. Donc ça doit être difficile pour les familles qui doivent se séparer des... Voilà. Il faut toujours avoir un espace. S'il y a des enfants, tout c'est horrible. Oui. Et du coup, tout le monde ne peut pas être famille d'accueil de ces chiens renifleurs. Oui. Et aussi, par la suite, il faut, une fois à la retraite, les chiens doivent être accueillis par différentes familles. Est-ce qu'ils ont eu droit à une pension? Est-ce qu'ils ont eu droit je sais pas, il faut juger leur qualification.
En tout cas, j'imagine qu'ils sont bien soignés et mis dans des familles et pas juste dans un chenil. Non, c'est des familles qui sont choisies en fonction de leur espace, de leur expérience. J'imagine que même peut-être les maîtres finissent par adopter leurs chiens après avoir travaillé souvent avec. C'est possible aussi. En tout cas, ces chiens renifleurs travaillent pas beaucoup. Enfin, ils travaillent de manière très intense par créneau de 5 à 10 minutes. Après, ils s'arrêtent. Ah ouais. Ouais, ils font une circulation, ils s'arrêtent. Après, ils reprennent par la suite. Il faut un temps de repos assez important, en fait. Donc, c'est pas des travails pendant des heures continuellement, en fait. Donc, une belle vie, on pourrait dire. Oui. Voilà, c'était par rapport à ce sujet des chiens renifleurs à l'aéroport de Taoyuan. Donc, 2 messages. Premier message, la prochaine fois que vous venez à Taïwan, n'emportez pas de viande avec vous. Ah oui. Ni de drogue, évidemment. Mais... Et c'est déconseillé de jouer avec ces chiens ou de demander à leur maître de prendre en photo avec ces chiens. Ce sera un refus catégorique. Il ne faut pas déranger les chiens dans leur travail, en fait. Okay. Deuxième message, donc. Et il ne faut pas être surpris par les chiens parce que parfois, les chiens peuvent être trop excités, en fait. Par exemple, il y a eu un cas où la dame a été retrouvée avec une pomme. Et le chien l'a carrément croqué et l'a pris dans la pomme, en fait. Et ça a surpris tout le monde parce qu'il a sauté. Et du coup, il ne faut pas être surpris non plus par... En tout cas, il ne faut pas avoir des effets, des affaires illégales, quoi. Oui. Alors, nous allons parler maintenant de l'exposition. Alors moi, je voulais revenir sur une exposition très spéciale dont on a déjà parlé à RTI et qui a fait l'objet d'un titre il y a quelques jours. Il s'agit d'une exposition organisée par le Centre taïwanais de la photographie et de l'image qui propose de voir en ligne plusieurs photos prises au XIXe siècle par l'officier français Claude de Rarécourt de la Vallée. C'est un nom très très long, en fait. Oui, en fait, c'est même Claude de Rarécourt de la Vallée de Pimodan. Voilà, c'est ça, en fait. Il faisait partie d'une famille noble française, c'est pour ça qu'il a un titre à rallonge. Voilà, donc cette personne est passée à Taïwan au XIXe siècle. Et on peut trouver sur ce site 54 photos prises, alors on ne sait pas exactement par qui, en fait. Ça peut être... c'est pas vraiment mentionné si c'est lui ou si c'est un photographe japonais ou si c'est les Japonais qui étaient dans la délégation. On ne sait pas la source exacte. En tout cas, il y a des paysages, des bâtiments, des personnes, des activités et aussi des infrastructures militaires sur l'île principale de Taïwan et aussi à Magong, sur l'archipel des Pescadores. Cette exposition a été composée par Wang Ya-Lun, qui est une chercheuse qui fait partie d'un projet de recherche et de compilation et d'interprétation de différentes photographies qui ont été réalisées au cours des 110 dernières années. Et cette exposition est intitulée « Un voyage atypique de Claude de Rarécourt de la Vallée en terre étrangère, phototypie de souvenirs de Formose et des îles des Pescadores ». Donc ce Claude de Rarécourt de la Vallée de Pimodan, ça prend une minute à prononcer son nom. Comme mes chiens renifleurs d'aliments et de drogue. Voilà, il était attaché militaire à la légation de la République française à Tokyo de 1896 à 1898. Et en fait, cet homme, il a aussi publié d'autres ouvrages, notamment Promenade en Extrême-Orient de Marseille à Yokohama, Japon, Formose, île Pescadores, Tonkin, Yezo, Sibérie, Corée et Chine. Wow. Il a beaucoup voyagé. Wow. Et cette exposition est divisée en 4 thèmes. Il comprend des photos du livre publié sous le titre de Souvenirs de Formose et des Pescadores. C'est un vieux livre décoré avec des motifs japonais de vagues et de nuages. Et on y voit une dédicace à un certain Paul Chabert avec la mention « Souvenir d'un hôte reconnaissant ». Ce Paul Chabert, c'était un consul néerlandais qui avait investi dans le commerce et l'exportation de camphre. Et donc c'est une copie qui lui a été dédiée et c'est ce livre-là qui nous est resté. Et cet album photo a été édité par le photographe japonais Kazuma Ogawa en 1896 et il est noté en français. Donc voilà, il relate la visite d'une délégation militaire japonaise dirigée par 4 officiers japonais et un civil. Et il y avait également un militaire français, le fameux Claude de Pimodan, de Rarécourt, voilà. Du coup, il était venu avec l'armée japonaise. Voilà, parce qu'en fait, cette délégation visait à inspecter la situation à Taïwan juste après la conquête de l'île par les Japonais. Donc, c'était un contexte où il y avait encore quelques rébellions. Donc, c'était un contexte un petit peu trouble.
Mais en tout cas, cette délégation était venue à Taïwan pour voir un peu la situation. Et on peut peut-être se demander pourquoi il y avait un Français. Bah oui. Eh bien, en fait, après cette visite à Taïwan, la délégation a continué son périple en Indochine française pour apprendre de la gestion coloniale française sur place. Ah oui. Puisque maintenant, les Japonais avaient cette colonie de Taïwan. Sa première colonie, oui. Donc, il fallait savoir comment gérer ce territoire. Ce qui leur a sûrement servi pendant la Deuxième Guerre mondiale où ils se sont emparés des colonies françaises en Indochine. Eh oui, sans doute. sans doute. Alors, parmi toutes ces photos, on trouve par exemple une photo du temple de Confucius de Shinju, avec devant qui prennent la pose plusieurs soldats japonais. On apprend que ce temple a ensuite servi de baraquement pour la garnison japonaise qui était stationnée à Shinju et qu'il a ensuite été converti en école publique puis en école pour filles. Parce que les Japonais n'aimaient pas trop le confucianisme, donc forcément... je me disais que j'avais jamais entendu parler à Shinju d'un temple de Confucius. Sur une autre photo, on voit la délégation avec Claude de Pimodan qui sont transportés en file indienne sur des chaises à porteurs avec leurs bagages à travers des collines sur la route vers Zhanghua. Et on voit par exemple que les porteurs ne portent même pas de chaussures. Donc ils transportent ces gars-là sur leur dos, donc c'est vraiment impressionnant. On voit aussi une scène avec des personnes qui attendent de monter dans une barque en jonque pour traverser une rivière. On voit aussi un groupe de soldats japonais qui traversent une rivière boueuse sur un pont en bois, en bambou et en terre. Et on dirait qu'il y a quelqu'un des environs qui les guide en tête de colonne. Et on apprend que ce genre de pont était construit de manière temporaire pour relier les villages isolés aux autres moyens de transport et qu'ils étaient régulièrement détruits par les typhons et les rivières. Et par la suite, les Japonais, qui voulaient développer l'industrie de la canne à sucre à Taïwan, ont transformé ces ponts en des ponts plus solides avec des câbles en fer. D'accord. Des ponts qu'on peut encore voir aujourd'hui à Taïwan. Si on fait un peu de randonnée, on en voit souvent. Et alors, c'est une autre photo que j'ai trouvée intéressante. C'est une photo prise à Tainan, où le lieu a été identifié très précisément, puisqu'il s'agit d'une briqueterie à coquilles d'huîtres de Hanping, qui est aujourd'hui un musée. Je suis sûre que tu connais, c'est ça ? Non, je connaissais pas, mais je pense qu'il y a de la chaux là-dedans, peut-être. Alors, on y brûlait des coquilles d'huîtres, et avec cette cendre, on confectionnait des briques pour la construction des bâtiments. Donc, on peut voir une dizaine de personnes qui travaillent sur cette photo. On peut aussi voir un monument en forme d'obélisque qui commémore les soldats français morts pendant la guerre franco-chinoise de 1884. Où ça ? À Pangrou, lors de laquelle l'amiral Courbet a conduit l'armée française pour capturer Keelung, a échoué, et puis ils se sont finalement repliés sur Pangrou. Et alors, il y a plein d'autres photos, bien sûr, mais je ne peux pas toutes vous les décrire ici. Il y avait des photos des aborigènes ou pas non. Vraiment, non, mais il y a aussi une photo de la cathédrale du Saint-Rosaire à Kaohsiung, par exemple. Plein d'autres photographies donc, à aller voir sur ce site. Mais par contre, les commentaires sont seulement en chinois. Enfin, pour les explications. Sinon, il y a des titres quand même des différents thèmes en français. En français, oui. Voilà. Donc, c'est quand même intéressant juste pour voir les photos. Je pense qu'on mettra le lien sur l'article, puisque c'est une exposition en ligne. Oui, tout à fait. Voilà une bonne idée pour ce week-end, une visite culturelle et photographique. D'où qu'on soit dans le monde, puisque c'est en ligne. Tout à fait, voilà. Merci à tous d'avoir suivi On en parle à Taïwan de cette semaine présentée par Mengwan, Sasa, Elisa Dufaux. Et à très bientôt sur Radio Taïwan International. Bye bye.